Ma santé d'abord. Ma santé. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Ma santé d'abord, le programme conçu pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre santé et bien sûr comment la protéger. Aujourd'hui, Ma santé d'abord s'intéresse au thème de la vaccination, vaste sujet, mais d'une importance capitale car ce geste de prévention sauve des vies. Pour en parler avec moi dans ce studio, deux spécialistes. Professeur Fleuret, vous êtes pédiatre et président du comité technique de vaccination. Oui, merci. À vos côtés, le docteur Véronique Dufour. Je vais y arriver. Je rappelle que vous êtes pédiatre à Paris. Oui, je travaille en protection maternelle infantile et je fais partie aussi des experts du comité technique des vaccinations. Donc en fait, être vacciné pour la vie aujourd'hui, c'est être protégé pour la vie puisque la vaccination est l'un des grands succès de la santé publique. Elle permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage. Quand on fait une vaccination, on introduit dans le corps, par une piqûre ou par la bouche, un microbe complètement inactif ou très affaibli, c'est-à-dire inoffensive. Notre corps réagit à l'introduction de ce faux microbe en fabriquant des défenses appelées anticorps. Au cours de la vie, lorsque le corps rencontre le vrai microbe, il reconnaît le microbe inactif ou antigène qui était contenu dans le vaccin et sait donc se défendre efficacement contre le vrai microbe. Comme pour tout médicament, l'Agence nationale de sécurité des médicaments intervient dès la phase des études cliniques pour s'assurer de la sécurité des vaccins. La procédure européenne d'autorisation de mise sur le marché et les vaccins autorisés font l'objet d'une surveillance rigoureuse, visant à s'assurer que les vaccins mis en vente ne font courir aucun risque aux utilisateurs. Les vaccinations sont un des progrès les plus considérables faits par la médecine moderne ces 150 dernières années. En effet, des maladies qui étaient mortelles extrêmement fréquemment, comme la variole, comme la rougeole, comme les méningites, le tétanos, la diphtérie, ont soit disparu, soit diminué de fréquence. Elles ont disparu grâce à ces vaccinations parce que ces vaccins sont extrêmement efficaces contre ces maladies-là. L'Organisation mondiale de la santé a estimé en 2005 que la découverte du principe de la vaccination a sauvé la vie à 2 millions de personnes chaque année dans le monde. Le vaccin est donc le moyen de prévention le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre certaines maladies infectieuses. Elle protège notamment des personnes les plus fragiles, nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d'une infection chronique ou temporaire, personnes âgées. En fonction des questions que se posent les parents, il faut faire une réponse adaptée. La réponse adaptée a toujours la même base. Qu'est-ce qu'on attend de la vaccination de votre enfant ? De quoi on diminue ses risques ? Et de l'autre côté, quels sont les risques éventuels de la vaccination ? Et à chaque fois, il faut revenir sur le fait que pour tous les vaccins, les bénéfices attendus sont bien supérieurs aux petits risques courus lorsqu'il existe. Les bénéfices de la vaccination sont individuels, mais ils s'évaluent aussi en termes de santé publique. À l'échelle d'une population, elle a pour effet de diminuer le nombre de cas touchés par les maladies dont elle protège. Les traitements coûteux, l'hospitalisation, les handicaps résultant de certaines pathologies, les effets à long terme en perte d'années de vie. Certains vaccins ne sont pas efficaces toute la vie comme celui pour le tétanos. Et il est important de procéder à des rappels. D'autres comme le vaccin contre l'hépatite B ont une efficacité. On parle d'immunité vaccinale qui dure toute la vie. Le médecin de famille est le meilleur interlocuteur pour vous conseiller ou pratiquer cette vaccination. Alors, professeur Fleuret, peut-être une petite réaction après ce reportage ? Oui, ce document est très bien. On ne peut être que d'accord avec ce qui a été dit, effectivement. La vaccination est sûrement l'intervention de santé publique la plus efficace en matière de réduction de la mortalité et de la morbidité des maladies infectieuses. Docteur Dufour, le reportage rappelait un tout petit peu les bénéfices de la vaccination. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, par rapport au risque de la vaccination, le bénéfice, pour toutes les maladies citées tout à l'heure par le docteur Cohen, c'est certain que on a vu déjà l'éradication de la variole dans le monde.
On a vu la poliomyélite qui a diminué pratiquement dans toutes les régions du monde et qui, quand les populations ont été moins bien vaccinées, on a vu une résurgence justement des cas sauvages de poliomyélite. Donc il faut maintenir cette vaccination, en effet, avec une couverture vaccinale suffisante dans les pays concernés pour qu'en termes de santé publique, on puisse parler d'une vraie réussite. Alors aujourd'hui, un certain nombre de maladies sont évitables grâce à la vaccination. Est-ce que peut-être, docteur Fleuret, on peut y revenir? Oui, on peut éviter pratiquement toutes les maladies pour lesquelles il existe un vaccin. Encore que certains vaccins ont besoin de rappel, comme cela a été dit. Par exemple, le tétanos, lorsqu'on est vacciné contre le tétanos, on n'attrape pas la maladie. Mais il faut des rappels parce que la protection n'est pas de toute la vie. Par contre, d'autres vaccins comme la rougeole est probablement efficace à vie. L'hépatite B, comme ça a été dit, l'hépatite B, si on est vacciné à la naissance, comme c'est fait dans beaucoup de pays, notamment dans les pays africains, on est protégé à vie. Donc c'est quand même quelque chose de merveilleux. Voilà. Alors pour poursuivre, je vous propose de regarder l'élément qui va suivre. En fait, l'homme de la rue répond aux questions que nous leur avons posées, à savoir, savez-vous quels sont les vaccins obligatoires? Avez-vous des enfants et savez-vous si leurs vaccins sont à jour? Je vous propose de regarder. Savez-vous quels sont les vaccins obligatoires? Les vaccins obligatoires, c'est BCG. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants qui sont déjà majeurs. Mais ils sont déjà vaccinés. Oui, je sais, la polio. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont vaccinés? Bien sûr, parce qu'ils étudient ici, ils sont à l'école. Oui, j'en connais 2, la poliomyélite et la rougeole. Alors, je connais le DT polio, le vaccin contre la rougeole, le vaccin, le BCG. Voilà, alors est-ce que, professeur Fleuret, est-ce qu'il y a une bonne connaissance quand même des vaccins obligatoires? Pas vraiment, puisque les vaccins obligatoires en France sont diphtérie, tétanos et polio. Ceci étant, quand une personne d'origine africaine dit que le BCG est obligatoire, ça n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment nécessaire parce que lorsqu'on est originaire d'un pays où la tuberculose est fréquente et toute l'Afrique est concernée, on est à haut risque de tuberculose. Donc il faut être vacciné par le BCG, même si ce vaccin n'est pas obligatoire. La rougeole n'est pas obligatoire non plus, mais c'est une vaccination qui devrait être faite. Et si elle était faite à toute la population, la maladie serait éradiquée. Docteur Dufour, oui, un petit mot. Oui, bien sûr. Oui. J'allais dire la rougeole, en tout cas, qui est une maladie qui fait encore des ravages en Afrique, mais qui fait des ravages aussi en France quand il y a une épidémie comme il y a eu dernièrement. C'est une vaccination qui a un caractère certes fortement recommandé, mais qui est pour les enfants certainement plus utile, en tout cas en France, que diphtérie, tétanos et polio actuellement. Bon, la vaccination BCG, quand même, je rappelle qu'en France, elle était obligatoire jusqu'en 2007. Donc, il y a peu de temps que cette obligation est levée pour une forte recommandation dans les zones de France, alors en Île-de-France, par exemple, puis dans des pays d'outre-mer, où l'incidence tuberculeuse est encore importante. Ouais. Donc, en Afrique, c'est évident que pour toutes les populations à risque, mais bon, je parle d'Afrique, mais ça peut être d'Asie ou autre, elle reste très fortement recommandée et elle est faite très facilement, en tout cas en Île-de-France, dans les PMI. Merci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions au sujet de la vaccination, on s'en doute très bien. Certaines ont voulu poser leurs questions aux spécialistes que vous êtes, donc je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Comment marche un vaccin? Pourquoi faut-il se vacciner? Donc, simplement, comment marche un vaccin? Professeur Fleuret? Un vaccin, il fonctionne comme la maladie, mais sans qu'il y ait la maladie. C'est-à-dire qu'il provoque une réaction du système immunitaire comme si on avait eu la maladie. Donc le système de défense du corps. Système de défense, voilà, le système de défense contre les infections. Ce système réagit lorsqu'on a une infection. Le vaccin provoque la même réaction, mais sans qu'on ait l'infection.
Et Tant et si bien oui, que bien quand sûr. on rencontre le virus sauvage la bactérie sauvage en question, notre système immunitaire, notre corps donc est prêt à se défendre contre la maladie et donc on n'a pas la maladie. Donc c'est une façon préventive quand même idéale pour ne pas être malade. Voilà, on en a parlé un peu au début de cet échange. On peut peut-être y revenir. Pourquoi faut-il se faire vacciner? C'était une question de notre panel. On peut y revenir histoire de bien rappeler à tout le monde l'importance de la vaccination. Il faut se faire vacciner pour être protégé soi-même. Oui. Et il faut se faire vacciner ou vacciner ses enfants pour créer ce qu'on appelle une immunité de groupe, c'est-à-dire que ceux qui sont vaccinés protègent ceux qui ne le sont pas parce qu'ils ne peuvent pas l'être, parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils sont trop jeunes, etc. Ceux-là, ils sont protégés par les autres. Donc ça a un double intérêt. Et les maladies contre lesquelles on vaccine sont des maladies graves. Et les vaccins qu'on utilise sont des vaccins qui sont efficaces et qui sont bien tolérés. Justement, puisque vous parlez de la tolérance, docteur Dufour, on peut peut-être parler des effets indésirables, même s'ils sont très rares. Peut-être essayer d'en parler pour dire qu'effectivement... Ils ne sont pas vraiment très rares, les effets juste indésirables. Ouais. J'allais dire que on peut... D'abord, le premier effet indésirable, c'est que c'est une piqûre. Oui, voilà, c'est de se la faire plupart piquer. du temps, par quelques... Comme on a vu sur votre émission, je suppose que c'était le vaccin polio Oui, bien oral sûr. qu'on voyait administrer, qu'on ne fait plus en France. Donc, on fait une piqûre. Donc, la première effet indésirable d'un vaccin, c'est oui, ça fait mal. Donc, les enfants... Pas tous d'ailleurs, mais pleurent un petit peu, et puis ça se calme très rapidement. Puis après, on peut avoir mal au point d'injection, donc ça aussi, c'est un effet indésirable. Les effets indésirables graves sont rares. Les effets indésirables graves par rapport à la maladie qui pourrait occasionner des symptômes beaucoup plus graves, si ce n'est mortel, c'est certain que le risque du vaccin par rapport à des millions de doses faites à travers tout le monde sont minimes et de toute façon, sont peut-être négligeables, mais de toute façon, en tout cas en France, il y a tout un système de surveillance de ces effets indésirables qui fait qu'on en a connaissance. Et si les effets indésirables étaient supérieurs aux bénéfices attendus de cette vaccination, on inverserait la vapeur en tout cas. Vous me tendez la perche, alors je vais la saisir. Peut-être qu'on peut revenir avec vous, professeur Fleuret, sur la sécurité des vaccins, justement, en France. Les vaccins... Tout d'abord, ils sont mis sur le marché après des essais cliniques où on a regardé l'efficacité et la tolérance. Et puis surtout, après la mise sur le marché, une fois que le vaccin est utilisé en situation réelle, il y a un système de surveillance qui permet de repérer des effets indésirables rares qui ne peuvent pas être repérés dans les essais cliniques où il y a quelques dizaines de milliers de personnes, mais c'est pas suffisant pour repérer un effet indésirable qui survient dans un cas sur 100 000. Mais ça peut être repéré dans le suivi de pharmacovigilance qui est mis en place après la mise en place d'une nouvelle vaccination. Donc ce qu'il faut vraiment noter, c'est que tout est fait pour s'assurer effectivement que les vaccins sont sûrs, hein, j'ai envie de dire. Peut-être faire le point, oui, docteur Dufour, voilà, oui. sont sécures. Le vaccin est le produit médicamenteux de très très loin le plus contrôlé. Voilà, donc peut-être juste faire un dernier point, puisqu'on est sur le point de la sécurité des vaccins sur certains adjuvants. Avec vous, docteur Dufour, je pense à l'aluminium. On a parlé énormément de l'aluminium tous ces derniers temps. C'est vrai que l'aluminium, il y en a partout et dans un vaccin, il y en a des quantités infinitésimales, indispensables puisqu'on l'utilise dans les vaccins depuis 1926. Donc c'est un produit qui sert d'adjuvant, et c'est-à-dire qui augmente l'efficacité du vaccin. Ça permet de mettre une quantité d'antigènes, si vous voulez, beaucoup plus petite. Et l'aluminium permet au système immunitaire de répondre plus facilement et d'une façon plus importante à ce vaccin. Il y a un mot peut-être aussi sur l'innocuité justement de ces adjuvants, professeur Fleuret. Alors, l'aluminium, comme c'était dit, est utilisé depuis le début de la vaccination et
ça augmente les adjuvants en général, augmente les réactions locales au point d'injection, mais aucune étude actuelle n'a démontré que l'aluminium ou les autres adjuvants avaient des effets néfastes et étaient responsables d'effets indésirables graves. Voilà. Aucune Merci. étude n'a montré ça. Voilà, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de prendre la prochaine série de questions. J'ai entendu dire que seul le vaccin contre la DTP était obligatoire, donc ce n'est plus la peine de faire les autres. Quels sont les vaccins qui sont recommandés pour les enfants et les bébés? Alors, Je peux rappeler la question. Voilà, alors la personne voulait savoir s'il n'était pas, c'était pas la peine de faire les autres vaccins autres que c'est obligatoire. alors, les vaccins obligatoires, c'est l'histoire. Ça a été rendu obligatoire il y a 50 ans et on n'est jamais revenu là-dessus. Mais les autres vaccins inscrits au calendrier vaccinal sont largement aussi importants actuellement que les vaccins obligatoires. Donc, en fait, le calendrier vaccinal, il ne distingue pas les vaccins obligatoires et les autres. Il fait une liste de vaccins qui doivent être faits pour tous les enfants. Ah, donc la différence, en fait, elle est simplement légale. Elle est légale et elle vient de l'histoire. Voilà, mais effectivement, dans la pratique, si on prend le cas de la rougeole, même si ce n'est plus obligatoire, ben c'est un vaccin indispensable pour les enfants. Docteur Dufour, un panéliste voulait savoir également quels sont les vaccins recommandés, notamment pour les bébés et pour les enfants. Nous allons pas, puisqu'on est en Île-de-France, Oui, nous allons oui, parler bien pour sûr. les vaccins recommandés. Donc dans les tout premiers mois, c'est le vaccin contre la tuberculose, donc le BCG dont on a parlé tout à l'heure, qui est recommandé donc en Île-de-France. Puis après, à 2, 4 et 11 mois, vous avez un couple de vaccins qui est recommandé actuellement et qui est inscrit au calendrier vaccinal. Donc c'est l'hexavalent, donc qui comprend diphtérie, tétanos, polio, qui sont donc les 3 vaccins dits obligatoires historiquement. Puis s'ajoutent 2 vaccins beaucoup plus importants, en tout cas pour le tout petit, que sont la coqueluche et l'hémophilus influenzae. Et dans le B, dans la dernière décennie, a été rajouté à ce vaccin l'hépatite B, qui, comme l'a dit le professeur Floré tout à l'heure, est un vaccin qui, en le vaccinant les tout petits enfants, sera efficace pour la vie. Donc c'est une façon, si vous voulez, de s'assurer, puisqu'on a un rendez-vous vaccinal, de protéger les enfants pour la vie, pour un vaccin dont ils auront peut-être besoin plus tard. Voilà. L'autre vaccin, puisque c'est le vaccin antipneumococcique, donc on fait dans une injection séparée de l'hexavalent et qui ont lieu donc, comme je disais, à 2, 4 et 11 mois. Après, il y a le vaccin contre la rougeole qui est couplé, qui est un vaccin combiné, donc avec les oreillons et la rubéole, et le vaccin contre les méningites à méningocées, qui est un vaccin dit conjugué qui agit très vite et que l'on fait donc à l'âge de 1 an. Donc voilà, pour les tout petits, voilà les vaccins qui sont recommandés au calendrier vaccinal actuellement. Et peut-être pour ceux qui sont un tout petit peu plus grands, enfin peut-être pour les mineurs, on peut parler des papillomavirus également. Alors, la vaccination contre le papillomavirus est recommandée chez les jeunes filles entre 11 et 14 ans. Et recommandée pour toutes les jeunes filles entre 11 et 14 ans. C'est un vaccin qui protège, qui va les protéger ultérieurement contre les infections à papillomavirus qui sont responsables des cancers du col de l'utérus. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je vous propose à présent de prendre la dernière série de questions. Peut-on faire plusieurs vaccins en même temps? On m'a dit qu'il y avait des produits dangereux dans les vaccins, comme l'aluminium et d'autres métaux. Est-ce vrai? Voilà, professeur Floré, peut-on faire plusieurs vaccins en même temps? Oui, on peut faire plusieurs vaccins en même temps. Le docteur Dufour vous a dit qu'on recommandait en France de faire le vaccin hexavalent. Ce vaccin protège contre 6 maladies, donc il y a 6 vaccins dans la même seringue. Et puis d'autre part, on peut injecter plusieurs vaccins le même jour dans des points différents du corps. Et par exemple, il est recommandé de faire en même temps le vaccin hexavalent et le vaccin contre le pneumocoque. Mais il faut savoir que avant de faire des vaccins avec plusieurs mélangés, ou avant de dire qu'on peut faire plusieurs vaccins en même temps, il faut faire des études. Des études ont été faites pour montrer que le fait de mélanger ou de faire en même temps n'empêchait pas au vaccin d'être efficace
et que ça n'augmentait pas les effets secondaires. Et là, effectivement, on peut dire que les professionnels de la santé qui sont chargés d'administrer ces vaccins sont là aussi pour rassurer les patients. Alors, la question revient tout le temps, suite les adjuvants, on en a déjà parlé, mais peut-être que c'est l'occasion aussi d'y revenir, justement, pour rassurer toutes les personnes qui aimeraient, qui devraient se faire vacciner sur, j'ai envie de dire, la non-dangerosité des adjuvants. Bien sûr. Il y a très peu de vaccins sans adjuvants. Donc, oui. En fait, pour qu'une vaccination soit efficace en étant en même temps inoffensif, il faut ces adjuvants. Et ces adjuvants permettent une bonne réaction immunitaire. Comme on a dit tout à l'heure et comme le professeur Florey a dit, c'est que l'aluminium permet localement une activation du système immunitaire de telle façon que la réaction se fasse avec une quantité d'antigènes un peu moins importante. Donc c'est très important qu'il y ait ces adjuvants. L'aluminium, par exemple, pour ne citer que celui-là, on en trouve partout. Donc, on en trouve partout en bien plus grande quantité qu'il n'y en a dans les vaccins. Et en effet, aucun signal n'a démontré sa dangerosité. Oui, sa dangerosité. Il y a d'autres vaccins. Dans d'autres vaccins, il y a eu des produits tels que le mercure, tous ces vaccins, de toute façon, actuellement, on a pratiquement plus de vaccins avec en tout cas en France, de vaccins qui en contiennent. Voilà. Bon, on a beaucoup parlé des bienfaits de la vaccination, qui ne sont plus d'ailleurs à démontrer, puisque la vaccination a permis de sauver de millions de vies. Mais il faut peut-être rappeler aussi qu'on court un risque à ne pas se faire vacciner, professeur Florey. Ah, absolument, absolument. On le voit encore régulièrement. Un cas de diphtérie en Espagne, un enfant non vacciné, et puis la rougeole, et puis les méningites. Clairement, quand ne pas vacciner son enfant, c'est lui faire courir un risque. Un dernier mot, docteur Dufour. Ne pas se vacciner soi-même, soi-même également, en tant que parent, bien sûr. Parce que quand l'enfant est tout petit, il y a des vaccins, au moins jusqu'à l'âge de 2 mois, il ne peut pas profiter de vaccins comme la coqueluche, par exemple, qui est l'exemple le plus frappant. Et donc, il faut vraiment que son entourage soit protégé, l'entourage le plus proche, pour pouvoir protéger l'enfant. Et en même temps, en termes de santé publique, se vacciner, c'est aussi protéger toute la population. Voilà. Donc en France, l'arrêt de la transmission, voire l'élimination de certaines maladies infectieuses est possible si chacun recourt à la vaccination pour se protéger, mais également, vous l'avez si bien dit, pour protéger les autres. Donc on l'aura compris, être à jour dans ces vaccins, c'est être protégé pour certains toute la vie. Voici à présent l'œil extérieur. Alors, quand on n'est pas à jour dans ces vaccins, ce qui est assez fréquemment le cas pour les adultes, il n'est jamais nécessaire de refaire tous les vaccins. En général, avec 1 ou 2 injections au maximum, on arrive à remettre à jour des adultes qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi ? Parce que généralement, on a la chance que dans la petite enfance, dans la majorité des pays, en particulier en France, les enfants ont été correctement vaccinés. Ce qui fait que les programmes de rattrapage que nous mettons en route n'ont jamais besoin de reprendre la vaccination dès le départ. Le plus souvent, 1 dose de vaccin, voire au maximum 2 doses, suffisent pour reprotéger de nouveau les gens contre toutes les maladies contre lesquelles ils doivent être protégés. Professeur Daniel Florey, merci beaucoup d'être venu participer à cette émission. C'est un plaisir. Le docteur Anouk Dufour également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur la vaccination sur le site de l'INPES, dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Ma Santé d'abord. Ma santé d'abord.